Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde qui est aussi le dernier événement de la journée. Cette table ronde s'inscrit dans l'axe 2. Quels apports et quelles limites les outils technologiques offrent-ils pour l'enseignement de l'oral en FLE en contexte hétéroglotte? Je m'appelle Diana et je suis ravie de modérer cette table ronde avec ma collègue Leila qui travaille dans l'ombre du chat et du site. Au programme, nous avons quatre interventions autour de l'usage de l'IA et des outils technologiques pour travailler l'oral en FLE. Après, nous disposerons de 20 minutes de questions et d'échanges. Juste un petit mot d'organisation. Merci de respecter le temps de parole, 15 minutes par intervenant, intervenante. Je me permettrai de vous prévenir à 3 minutes de la fin de votre communication. Je suis très stricte. Voilà, on commence par Madame Salwa Belkaïdi. Salwa Belkaïdi est enseignante de français langue étrangère dans un établissement international IB où elle enseigne au secondaire. Elle est également examinatrice correctrice d'ELF, doctorante en didactique du FLE. Ses recherches portent sur l'impact des agents conversationnels empathiques sur l'anxiété langagière et l'engagement des apprenants, notamment dans les activités de production orale. Ces travaux s'inscrivent dans une approche socio-cognitive et interactionnelle de l'apprentissage à l'intersection entre intelligence artificielle et pédagogie. Elle développe actuellement un dispositif innovant, Léo le bot, visant à accompagner les apprenants dans le processus d'expression en langue étrangère. Elle nous propose une communication intitulée IA empathique et orale en FLE, réduire l'anxiété pour libérer la parole. Et voilà, moi aussi, je vais libérer la parole pour la donner à vous. Madame Belkaïdi, vous pouvez partager votre écran. Merci Diana, c'est gentil. Je vous en prie. Alors, je vais partager ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà, très bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Parfait. Donc, je vais commencer. Tout d'abord, merci Diana pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie sincèrement pour cette invitation. C'est une grande première pour moi. Je remercie toutes les équipes de la Sorbonne pour l'organisation de ce colloque, leur support et leurs encouragements. Pouvoir disposer d'un espace d'échange scientifique comme celui-ci est particulièrement précieux car il nous permet de confronter nos pratiques, de les interroger et de les faire évoluer collectivement. Je souhaiterais partir d'une situation très simple, mais extrêmement révélatrice de ce qui se joue en classe de langue. Alors, prenons un élève, il sait, il connaît le vocabulaire, il comprend les consignes, il réussit à l'écrit. Et pourtant, il ne parle pas, il hésite, il évite et il se replie. Donc souvent, nous interprétons cela comme un manque de niveau mais si l'on observe plus finement, ce n'est pas uniquement un problème de compétence, mais d'accès à la compétence. Nous sommes ici face à un paradoxe. Les élèves apprennent, ils mémorisent, ils comprennent. Et parfois, ils réussissent très bien à l'écrit, d'ailleurs. Mais au moment de parler, quelque chose se bloque. Ils savent, mais ils n'osent pas parler. Et ce phénomène, je ne l'ai pas seulement observé chez mes élèves, je l'ai vécu moi-même. Non pas quand j'étais adolescente, mais plutôt à mon arrivée à Dubaï, où il a fallu que je me remette dans l'anglais et que je réapprenne finalement. Donc, je voulais atteindre une sorte de perfection et je ne m'autorisais pas à prendre la parole tant que je ne maîtrisais pas l'anglais comme je maîtrisais la langue française. Donc, voilà, c'était un blocage total. Je savais, mais je ne parlais pas. Avec le recul, ce n'était pas un problème de compétence, je pense, mais un problème d'anxiété. Bon, de perfectionniste aussi, peut-être, mais également d'anxiété. Ce décalage entre compétences et performance est central en didactique des langues. Il montre que l'apprentissage ne garantit pas automatiquement la prise de parole. C'est à partir de ce constat que se construit ma réflexion. La question que je pose aujourd'hui est volontairement directe. Et donc, un chatbot empathique peut-il atténuer l'anxiété langagière et faciliter l'expression orale en français langue étrangère? Et si c'est le cas, dans quelles conditions pédagogiques et avec quelles limites? Les recherches en didactique des langues montrent que l'apprentissage d'une langue est à la fois cognitif et émotionnel. L'anxiété langagière, décrite par Horvitz, peut freiner la participation et bloquer la production.
Il s'agit d'une anxiété spécifique aux situations d'apprentissage des langues et non d'une anxiété générale. Les travaux de McIntyre montrent qu'elle agit comme un filtre qui empêche l'élève de mobiliser ses connaissances. L'élève ne manque pas de savoir, mais il n'y accède pas au moment de parler. Comme le souligne McIntyre, l'anxiété influence directement sur la volonté de communiquer. Et sans volonté de communiquer, malheureusement, il n'y a pas d'interaction. Cela crée un cercle bien connu. Moins l'élève va parler, moins il progressera et il perdra confiance en lui. Et efficacement, il évitera de prendre la parole. Dans une perspective socio-constructiviste, on apprend en interagissant. Mais cette interaction peut être facilitatrice ou bloquante. La notion d'étayage, développée par Brunner, permet de penser ce soutien. Un soutien progressif, ajusté et temporaire. Mais dans le cas de l'oral, cet étayage doit aussi être affectif. Avant de produire correctement, l'élève doit oser produire. Créer un espace d'apprentissage efficace. Ce n'est pas seulement corriger les erreurs, c'est rendre possible la prise de parole malgré l'erreur. Dans ce contexte, les technologies éducatives, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, ouvrent aujourd'hui des perspectives intéressantes pour la didactique des langues. Mais il est essentiel de préciser immédiatement que cette réflexion n'est pas technocentrée. L'enjeu n'est pas la technologie, mais ses usages pédagogiques. Les recherches en Computer Assisted Language Learning, c'est-à-dire l'apprentissage des langues assistées par ordinateur, montrent depuis plusieurs décennies que le numérique permet de multiplier les occasions d'interaction, de diversifier les supports et de favoriser l'autonomie. Comme le souligne Carole Chappell, ces environnements enrichissent l'exposition à la langue à condition d'être intégrés dans un cadre pédagogique structuré. Plus récemment, les agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle ont suscité un intérêt croissant. Ils présentent des caractéristiques clés: disponibilité constante, feedback immédiat, répétition illimitée, interaction individualisée. Et ils répondent directement à une limite majeure: le manque de temps de parole individuelle en classe. Au-delà de ces aspects fonctionnels, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est leur impact sur la dimension affective. Certaines études montrent que les chatbots peuvent augmenter la confiance, réduire l'anxiété et favoriser l'engagement. Cela s'explique par la diminution du sentiment de jugement. L'élève se sent moins exposé, moins évalué, et donc il ose davantage. Or, la prise de risque est une condition essentielle de l'apprentissage. Sans prise de parole, il n'y a pas d'interaction et donc pas de développement communicatif. Cependant, ces outils ont des limites. Interaction simplifiée, compréhension limitée des nuances, absence d'émotions réelles et risque de dépendance. Des institutions comme l'UNESCO rappellent que l'IA doit rester centrée sur l'humain. Elle ne remplace pas la relation pédagogique. C'est précisément dans cet équilibre que se situe mon travail. Considérer l'IA comme un outil de médiation et non comme un substitut. Et donc, c'est dans ce cadre qu'est né Léo le bot. Léo est un agent conversationnel, un chatbot que j'ai conçu, avec lequel les élèves peuvent dialoguer, à l'oral ou à l'écrit, et de manière autonome. L'idée vient d'un problème très concret: une classe de 20 élèves ou plus. Dans cette configuration, certains élèves parlent beaucoup, sont plus à l'aise, d'autres très peu, et ce sont souvent les plus anxieux. Je me suis donc posé une question simple: comment offrir à chaque élève un espace pour parler sans pression et sans jugement? Mes recherches en intelligence artificielle et des projets comme Nora à la Sorbonne et d'autres m'ont fortement inspirée. Léo est donc né d'un besoin pédagogique réel et d'une réflexion scientifique. Le dispositif repose sur 2 classes de grade 8, niveau 4e, environ une vingtaine d'élèves par classe, une classe
avec Léo et une classe sans Léo. Sur un trimestre complet, avec une séance hebdomadaire de 30 minutes et un accès libre à la maison. Il s'agit à ce stade d'une phase pilote en amont d'une expérimentation plus large. Les données recueillies incluront des interactions avec Léo, des journaux réflexifs hebdomadaires, des productions orales enregistrées, une mesure de l'anxiété avec la Foreign Language Classroom Anxiety Scale, une analyse qualitative des interactions, portant notamment sur les hésitations, les reprises, les interruptions et les dynamiques de prise de parole, ainsi qu'une enquête auprès des apprenants sur leur vécu émotionnel et leur perception de l'agent. 3 effets sont ciblés ici. Réduire l'anxiété et augmenter la participation, renforcer la confiance et la prise de risque, favoriser une parole plus naturelle. Ce personnage n'a pas été choisi au hasard, il incarne une présence rassurante, non évaluative et culturellement ancrée dans l'univers du français. Toujours dans l'objectif de réduire la distance émotionnelle. Je vous propose maintenant d'observer son fonctionnement très rapidement et vous allez voir comment l'élève s'engage dans sa discussion avec Léo, malgré l'erreur. Alors, voilà. Leo, I would like some help with learning the passé composé with French. Can you give me some resources or activities that can help me? Done. Alors, je vais t'aider, mais on va le faire en suivant notre méthode. D'abord, on va voir ensemble ton topo. Alors, réponds-moi en français à ces 3 petites questions. Comment tu t'appelles? Do you mind repeating that but in English? Pardon, Salwa, de vous déranger, mais est-ce qu'on est censé voir une image, une vidéo? Parce que moi, j'entends que le son. Ah oui, vous êtes censé voir une vidéo, pardon. Parce qu'il faut que je Merci. partage. Je pense qu'il faut que je repartage. Ah oui, je vais repartager la vidéo. Je vais quitter ça et je vais partager. Ok. Pardon. Hop. Donc dans le partage, vous n'avez pas vu la vidéo? Non. Okay. Alors, stop share. Je vais partager directement la vidéo à ce moment-là. Ouais, voilà, je l'ai. Merci. Hop. Je vais ouvrir la vidéo. Voilà. Bonjour Leo, I would like some help with learning the passé composé with French. Can you give me some resources or activities that can help me? Done. Bonjour. Bien sûr, je vais t'aider, mais on va le faire en suivant notre méthode. D'abord, on va voir ensemble ton topo. Alors, réponds-moi en français à ces 3 petites questions. Comment tu t'appelles? Do you mind repeating that but in English? Not at all. So just to repeat in English, I asked you to answer those 3 questions in French so I can see your level. Once you do that, I'll let you know where you stand, and then we can jump into learning the passé composé together. Merci. Avec plaisir. Alors vas-y, réponds en français aux 3 petites questions et on commence. Dis-moi comment tu t'appelles, où tu habites et ce que tu aimes faire en français. Je m'appelle Alicia. Très bien Alicia, enchantée. Continue comme ça et dis-moi aussi où tu habites et ce que tu aimes faire. Non, je m'appelle Alicia et j'habite Dubaï. D'accord, Alicia, c'est noté. Donc tu t'appelles Alicia et tu habites à Dubaï. Parfait, maintenant dis-moi aussi ce que tu aimes faire et ensuite on pourra déterminer ton niveau. Allez, courage, dis-le simplement en français.
Par exemple, tu peux dire ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. Je t'écoute. J'aime écouter de la musique avec ma sœur et j'adore aller au cinéma. Très bien, donc je te laisse le redire une fois. Je progresse en français chaque jour. Vas-y. Can you repeat in English? Of course. So in English, basically I just gave you a little positive feedback. I said you repeated the sentence well. The only tiny improvement was just to say je progresse in the present tense as we practiced. So now just say it one more time. Je progresse en français chaque jour, and then we'll be good to go. Je progresse en français chaque jour. C'est parfait, Alicia. Bravo. Tu l'as très bien dit cette fois-ci. Donc pour résumer, ton point fort c'est vraiment ta bonne répétition. Et on a déjà corrigé ce petit détail. Super, on continue comme ça. Et maintenant on va faire une petite phrase personnelle. Par exemple, écris-moi une phrase avec je, aujourd'hui et aimer. Et je te ferai un petit feedback comme ça aussi. Oh, it's speaking? Hey there. Ready to get started? I want to improve my daily routine vocabulary in French, so give me some questions so I can answer them. Bonjour. Avant de commencer, je vais te poser 3 petites questions pour voir où tu en es. Comment tu t'appelles? Où habites-tu? Toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Réponds en français et on va voir ton niveau ensemble. So for the first question, je m'appelle Pragia et j'habite en Dubaï et j'aime faire le sport comme au foot. Très bien. Alors, je vois que tu as déjà un bon début. Je dirais que tu es au moins entre A2 et peut-être même pré-B1 parce que tu as pu construire des phrases et donner quelques détails. Donc je te dirais, tu es très bien, on va progresser ensemble et maintenant on va lancer notre petite séance avec le warm-up et tout le reste. Voilà. Alors, je reviens sur la présentation. Hop. Voilà. Très bien. Alors, comme vous avez pu le constater, donc Léo guide, il va relancer, il va reformuler, mais il ne va jamais faire à la place de l'élève. Ce que l'on observe, c'est une interaction maintenue et en continu. Les recherches récentes montrent que les chatbots peuvent, dans différents contextes d'apprentissage, améliorer la confiance, augmenter l'engagement et réduire l'anxiété. Mais ils peuvent également rendre une parole plus fluide, donner une interaction plus longue et obtenir plus de persévérance. Pardon. Dans mon cas, il s'agit pour l'instant d'une phase exploratoire qui permet de formuler des premières observations en amont d'une expérimentation plus structurée. Dans mes classes, les élèves osent davantage. Ils parlent plus longtemps, ils recommencent. Mais surtout, ils changent leur rapport à l'erreur. L'erreur devient un passage et non une fin. Cela se transfère en classe. Ils participent davantage, ils prennent plus facilement la parole. Et c'est là que se situe mon intérêt principal. Ce moment où l'élève va se dire « D'accord, j'essaye ». Mais il est essentiel de le dire clairement, et comme ça a été dit précédemment, les IA, donc Léo, est un outil. Il ne remplace pas l'enseignant. L'interaction reste partiellement artificielle. La relation pédagogique reste centrale. L'enseignant crée le climat de confiance et interprète les besoins. Il accompagne les apprentissages. L'IA ne peut pas remplacer cela, pour le moment du moins. Il existe également un risque de dépendance si l'outil n'est pas intégré dans une démarche pédagogique structurée. Je terminerai avec cette idée. L'enjeu n'est pas technologique, mais il est humain, comme on l'a plusieurs fois entendu aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'élève sait, mais les conditions dans lesquelles il ose parler. Léo ne remplace pas la parole, il facilite son émergence. Mon objectif est double, comprendre ses effets et proposer un modèle pédagogique reproductible, pourquoi pas. L'enjeu est donc d'identifier dans quelles conditions pédagogiques ces dispositifs peuvent réellement être efficaces et où l'intelligence artificielle agit comme un espace d'entraînement, au service d'une interaction humaine. Je terminerai par une question. Comment créer les conditions pour que les élèves osent parler? Je vous remercie. Euh, Joanne,
Merci la beaucoup, bibliographie Salwa. dont je me suis servie Merci. pour étayer mes recherches et cette présentation. Merci. On vous remercie pour cette très belle intervention et attendez, je vais partager. On va continuer avec Nader Saidi. Nader, vous êtes là, oui? Oui, bonjour, Bonjour, bienvenue. Alors, merci. donc Nader Saidi, enseignant de FLE au sein du ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis, auteur du recueil Clarté éthérée et ombre subtile publié en France. Il est également coordinateur pédagogique et formateur de formateurs. Il est titulaire d'un master de recherche en littérature, langue et civilisation française, ainsi que d'un diplôme de recherche en leadership pédagogique et en gestion des institutions éducatives délivré par l'Université de Cambridge. Sa communication s'intitule Entre désinhibition technologique et normativité pédagogique, tension et médiation dans l'enseignement de l'oral en FLE en contexte hétéroglotte. Voilà, je vous laisse la parole Merci. et l'écran. Juste, je vais partager. Alors, donc, mon écran est déjà partagé, non? Non, on ne voit rien pour l'instant. Voilà. Ok, c'est bon, maintenant on voit. Bon, voilà. Ok, merci. C'est, c'est clair. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, les membres du comité scientifique, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque international pour la qualité du programme qu'ils ont composé. Donc, c'est un honneur de prendre la parole dans cet espace de réflexion collective sur l'enseignement de l'oral en FLE, un espace qui correspond exactement aux questions que je vis au quotidien dans ma pratique d'enseignant. Mes apprenants, pour la plupart, au niveau A1. Donc, je travaille essentiellement par la répétition, par des routines orales, par des déclencheurs visuels. Et tous les jours, je me heurte à la même réalité. Donc, mes élèves comprennent, parfois ils écrivent, mais ils ne parlent pas ou bien très peu. C'est ce silence que j'ai voulu donc explorer dans cette communication. Donc, permettez-moi de poser quelques mots-clés qui structurent tout ce que je vais dire. Vous les voyez donc sur la slide. Donc, entre désinhibition technologique et normativité pédagogique, tension et médiation dans l'enseignement de l'oral en FLE en contexte hétéroglotte. Donc, l'oral en FLE, pas seulement la phonétique, mais l'acte de prise de parole dans toute sa complexité sociale et émotionnelle. La désinhibition, le processus par lequel un apprenant surmonte ses freins pour oser parler. La normativité pédagogique, c'est l'ensemble des attentes institutionnelles, c'est les niveaux du CECRL, les examens DELF, le diplôme d'études en langue française, les grilles de correction qui définissent ce qu'un bon oral en français.
Donc, le contexte hétéroglotte, c'est un contexte où le français n'est pas la langue de la société environnante, comme aux Émirats arabes unis, en Tunisie, en Algérie, au Liban. Donc, et enfin, donc, la médiation. La médiation, c'est le rôle de l'enseignant comme passeur entre ces différents espaces. Ces trois chiffres vous donnent une première idée de l'enjeu. Donc, on a 72% des apprenants de FLE ressentent de l'anxiété à l'oral. Chiffre issu de l'étude de Ortwitz en 1986, largement répliqué en 2021. Les outils d'IA ont progressé de plus de 63 dans les classes de langue selon l'OCDE, pardon, c'est l'Organisation de coopération et de développement, en 2023. Et les trois quarts de contexte d'enseignement du FLE dans le monde soit hétéroglotte, selon l'observation de la langue française. Ma question centrale est donc la suivante. Dans quelle mesure les outils technologiques constituent-ils de véritables médiateurs de désinhibition orale ou ne font-ils que déplacer, voire renforcer la normativité pédagogique qui bloque déjà la parole? Donc, voilà. Pour comprendre le problème, il faut d'abord nommer ce qui bloque. Donc, et j'en identifie ici trois que vous voyez bien sur mon écran. Donc, la tension identitaire, d'abord dans un contexte hétéroglotte, parler en français, c'est risquer de se trahir, de paraître trop français aux yeux de ses pairs. L'oral n'est pas neutre, il est chargé de représentation, de hiérarchie sociale, de rapport à l'identité. Et ça, aucun manuel scolaire ne le dit vraiment. Donc, 58% des apprenants vivent cette tension. La tension normative, ensuite, donc, on peut voir donc, que l'institution attend un français standardisé, donc via le CECRL. Voilà. Via donc les examens, les grilles d'évaluation. Donc, on attend toujours, comme j'ai déjà dit, un français standardisé, académique, souvent monolingue. Mais l'apprenant en contexte hétéroglotte vit dans une réalité où les langues se mélangent naturellement. Le code switching n'est pas un défaut chez lui, c'est une compétence, une vraie compétence plurilingue. Mais le système éducatif donc, la sanctionne plutôt qui ne la valorise. Donc 64% des apprenants sont concernés. C'est clair. Donc, alors, vous voyez les trois tensions ou pas? On voit la première diapositive. Le deuxième, maintenant, c'est bon? Non, ça n'a pas bougé. Non? Non, toujours pas. Alors, je peux arrêter le partage et... Et maintenant? Maintenant, on voit la deuxième, oui. Et il vous reste encore 8 minutes. Merci. Merci, d'accord. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Donc, par la suite, on a la tension technologique et c'est ce qui les choses deviennent vraiment intéressantes. Donc, les outils numériques promettent ici de lever ces inhibitions et ils le font en partie, mais la question est, est-ce qu'ils reproduisent la même norme qu'ils prétendent contourner? Est-ce que la machine libère donc vraiment ou libère-t-elle dans un espace privé pour mieux rebloquer dans un espace public?
Donc, ce graphique est issu d'une étude menée auprès de 1200 apprenants de FLE en 2020, répliquant les travaux de Massenter et Gardner. Donc, Gardner est un psychologue du développement et Massenter est philosophe donc britanno-américain. Montre que la peur du jugement arrive en tête des causes d'inhibition à 72%, devant l'écart à la norme à 64% et la tension identitaire à 58%. C'est contre ces trois leviers que nous devons agir. Troisième slide. Alors, pour penser ces tensions, je m'appuie sur deux cadres théoriques que vous voyez articulés ici, avec le lien qui les unit. Donc, le premier, c'est le concept de désinhibition technologique, théorisé par Jean Seller en 2004, dans le Journal of Cyber Psychology and Behavior, ce qu'il appelle l'effet de désindividuation en ligne. Quand un apprenant interagit avec une machine, il se sent anonyme, non observé, non jugé, il ose et il répète. Donc, il produit davantage. Des élèves de niveau A1 refusent de répéter une phrase devant le prof, mais donc ils vont la répéter 10 fois de suite face à un outil vocal. Le second cadre, c'est la normativité pédagogique. Donc, le CECRL structure l'enseignement du FLE en niveau A1 à C2, avec des descripteurs très précis de ce qu'un bon oral doit être. Donc, les examens DELF évaluent cet oral selon des critères stricts. Ces critères sont légitimes, mais ils créent une pression normative qui peut inhiber la prise de risque. Voilà. Et voici le nœud du problème. Donc, que cette flèche représente la technologie, libère la parole dans l'espace privé, informel, son enjeu, mais la normativité pédagogique rebloque cette parole dès qu'elle revient dans l'espace classe, formel, évalué. Voilà, entre les deux, il faut un passeur, et ce passeur, c'est l'enseignant. Donc, c'est ce que Vygotsky appelait la médiation. Voilà, donc, et que Brunner donc, a développé avec le concept d'étayage. La courbe que vous voyez donc, est issue d'une étude en 2021 sur 340 apprenants de FLE dans 6 pays. Le montre très clairement, sur 6 semaines, le groupe utilisant des outils IA passe de 22 à 71 énoncés par séance. Le groupe sans outils stagne donc à 30, presque le double, mais ce gain reste fragile s'il n'est pas médiatisé par l'enseignant. Alors, je voudrais maintenant m'arrêter un moment sur le DELF, parce que c'est l'examen de référence pour la plupart de nos apprenants en contexte hétéroglotte et parce qu'il cristallise toutes les tensions que j'ai décrites. Au niveau A1, la production orale du DELF demande des échanges très guidés, des réponses courtes sur des sujets du quotidien. Donc, ça paraît simple. Mais pour un apprenant qui entend le français 45 minutes par jour, qui n'a aucun environnement immersif, qui n'a jamais entendu un francophone en dehors de la classe, c'est immense. Ce graphique donc lié au rapport du rapport donc annuel de France Éducation Internationale publié en 2022 et portant sur 45 000 candidats en contexte homoglotte. Donc le taux de réussite à la production orale est de 78% au niveau A1. En contexte hétéroglotte, il tombe à 54%, donc c'est 24 points d'écart. Cet écart n'est pas un écart de talent, c'est un écart d'exposition, d'environnement, d'opportunité de parler. Et c'est précisément là que la technologie peut jouer un rôle si elle est bien utilisée. Donc ici, on a
je vais vous présenter les trois scénarios que j'ai observés dans ma propre pratique et dans la littérature récente qui illustrent concrètement ces tensions. On a scénario A, l'apprenant et le chatbot, donc hors classe. Ici, donc, l'apprenant interagit avec ChatGPT ou un assistant vocal. La machine ne lève pas le sourcil, ne corrige pas l'accent avec un soupir, donc la parole se libère. Scénario 2, c'est l'application d'entraînement. Donc ici, des outils comme TV5 Monde, apprendre le français ou encore Babel, donc permettent à l'apprenant de s'exercer à l'oral en autonomie dans un espace sécurisant. Donc Duolingo, phonétique, voilà. Tout ça, ces applications opèrent un double mouvement. Elles libèrent en surface, donc en réduisant l'anxiété et en facilitant la prise de parole individuelle, et elles normativisent en profondeur en imposant implicitement un modèle unique de prononciation légitime. Alors pour le scénario C, le dispositif hybride médié, c'est le scénario qui fonctionne vraiment quand l'enseignant articule explicitement l'espace technologique et l'espace classe. Quand il dit à ses élèves, ce que vous avez fait avec l'outil, ça compte et ça a de la valeur, mais on va l'exploiter ensemble. La désinhibition devient transférable et c'est ce qu'on observe. Donc, on observe ici une augmentation de 41% de la prise de parole en classe dans ce dispositif. Alors, contre seulement 24% pour le chatbot seul et 18% pour l'application. Donc, la barre du scénario C donc, le dit clairement. Voilà. Donc ici, à partir voilà, de ces observations, je propose trois pistes concrètes pour nos pratiques en contexte hétéroglotte. Première proposition, c'est créer des sas de parole technologiques. Avant chaque prise de parole en classe, donner à l'apprenant un espace technologique pour se préparer, tester, trébucher sans enjeu. Il arrive ensuite en classe avec quelque chose à dire et surtout, il a déjà dit le seuil donc inhibiteur est franchi. Deuxième proposition, utiliser les sorties des outils IA comme matériaux de réflexion métalinguistique. Demander aux apprenants quel français parle cette machine, est-ce le seul français donc légitime. Ce travail crée une distance critique par rapport à la norme et c'est très puissant même avec des A1 de façon simple et concrète. Troisième proposition, c'est valoriser le plurilinguisme explicitement, accepter le code switching dans les phrases de formulation, nommer devant la classe que parler plusieurs langues est une force et non un handicap. La technologie peut ici servir de passerelle entre la langue de la maison et la langue de la classe. Voilà. Ce radar Merci comparatif beaucoup, Monsieur Nadès. adapté des travaux terrain excelle sur la réduction de l'anxiété, la déconstruction de la norme, développe la conscience métalinguistique. Alors finalement, pour conclure, j'ai voulu montrer que la promesse technologique est réelle, elle est documentée, elle est efficace, mais elle est fragile. Donc, on ne tient que si l'enseignant joue son rôle de passeur entre l'espace privé et, de la machine et l'espace public de la classe, entre la liberté de la désinhibition et les exigences légitimes de la normativité pédagogique. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Nada Saidi. On va accueillir maintenant Ihab Abou Mamar. Je vais partager mon écran pour le présenter. Donc, Ihab Abou Mamar, actuellement en Master 1 de didactique du FLE à l'Université de Lorraine à Nancy, il s'investit dans la recherche et la transmission des savoirs. Pendant plus de 25 ans, il a travaillé à l'Institut français de Gaza comme assistant de direction, médiathécaire, enseignant, interprète et traducteur. Correcteur habilité du DELF d'Alf, il est aussi expert judiciaire assermenté près la Cour d'appel de Nancy et reconnu par les autorités palestiniennes et françaises. Installé à Nancy après la guerre de 2023 à Gaza, il poursuit son engagement académique nourri par un intérêt pour la pédagogie et une sensibilité artistique du musicien amateur.
Sa communication Bonjour Gaza, bonjour le CCF, bilan du projet collectif d'émissions radiophoniques du CCF de Gaza, propose un retour sur une expérience concrète de terrain. Monsieur Ihab Aboumamar, je vous laisse la parole et l'écran. Vous pouvez commencer le partage. Bonjour, bonjour Jana. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous, Je bienvenue. partage l'écran tout de suite. Voilà. C'est bon, merci. Voilà, merci à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je rejoins tout d'abord tous les intervenants pour vous féliciter pour cette excellente organisation. Je remercie aussi Madame Sikonski qui m'a très encouragé pour partager cette expérience. Je tiens à vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité, car parler de Gaza aujourd'hui veut dire tout simplement qu'il y existe un peuple qui aspire à la liberté et à la paix comme tout autre peuple, et qu'il y existera toujours. Je vais vous présenter aujourd'hui donc un projet qui a été mené au Centre culturel français de Gaza, une émission radiophonique en français. Elle s'intitulait Bonjour Gaza, bonjour le CCF. Et comme vous l'avez présenté, j'avais travaillé à l'Institut français depuis 1998. Je procéderai dans ma présentation suivant le plan suivant. Présentation de l'expérience, caractéristiques et apports du dispositif, contexte avec recul bien sûr, contexte et cadre théorique, effet sur l'apprentissage de l'oral et une conclusion. Ce projet s'inscrit dans une réflexion plus large en didactique des langues. Comment faire exister une langue dans un environnement où elle est quasiment absente et ainsi en favoriser l'apprentissage. Pour l'expérience en question, je vais la décrire. Nous sommes à Gaza donc en 2006, dans une ville où l'on surnommait le français la langue des oiseaux. Je rejoins M. Souchet qui parlait de ça, c'est relatif, car il était perçu, le français, comme une langue musicale dont la sonorité rappelait le chant des oiseaux. Chaque semaine, à une heure choisie pour coïncider avec les pics d'audience, une émission en français est diffusée en direct sur Radio Al-Manar, l'une des rares stations dont la couverture atteint l'ensemble de la bande de Gaza. De plus, cette radio ne s'inscrit dans aucune ligne politique. C'était important pour nous. Elle est en outre très écoutée dans les taxis, principal moyen de transport de la population, y compris les étudiants. Produite par le Centre culturel français, cette émission de 55 minutes, qui a duré près de 2 ans, 2006 et 2007, visait à offrir à l'institution une visibilité accrue, à permettre à des apprenants soit de participer à la partie invitée de la semaine pour le récompenser, ouvrir une fenêtre sur l'actualité française et surtout faire vivre le français hors ces murs. Donc, dans le studio, un petit groupe se réunit, le directeur, quelques apprenants et moi-même. L'émission s'ouvre toujours par un salut devenu rituel. Bonjour Gaza, bonjour le CCF et bonjour la France. Un premier segment présente l'actualité du CCF, annonce d'activités culturelles, informations sur les bourses du gouvernement français, actualité culturelle en France. Puis vient le cœur du programme, l'invité de la semaine. Il s'agit d'un apprenant qui se présente, raconte son parcours et développe un sujet de son choix. Jusqu'ici, tout est soigneusement préparé. Mais lorsqu'il doit répondre aux questions du directeur et aux appels des auditeurs, parfois simplement pour prononcer quelques phrases en français, il entre dans la part imprévisible de l'échange. L'émission est ponctuée de chansons françaises issues du fond de la médiathèque du CCF afin d'inciter les auditeurs à y venir emprunter des ressources. Une traduction simultanée en arabe des interventions est également proposée pour les auditeurs non francophones par moi-même. Et pendant ce temps, la radio circule dans toute la ville, dans des espaces où le français est habituellement absent. Une anecdote l'illustre. Après une émission évoquant un ours aperçu libre en France, un chauffeur de taxi demanda au directeur quelques jours plus tard, « Alors, est-ce qu'on a finalement capturé l'ours ?» Donc, le dispositif radiophonique présenté est un outil médiatique pédagogique hybride qui articule mobilisation du français et diffusion sociale.
En plaçant les apprenants dans une communication authentique avec un public réel, ils développent des compétences interactionnelles et de médiation, des contenus ancrés entre l'ailleurs et Gaza, des pratiques translangagières grâce au bilinguisme de l'émission. Les caractéristiques donc de ce dispositif peuvent être détaillées comme suit. Nous pouvons identifier 3 cercles des locuteurs et des interlocuteurs qui coexistent. Le directeur du CCF, locuteur natif et animateur, comparable au conseiller de la méthode communautaire de Curant. L'apprenant invité, locuteur en situation réelle exposé à l'imprévu, et les auditeurs extérieurs, anonymes et non captifs, qui peuvent devenir actifs par téléphone. Le temps de l'émission et l'organisation temporelle, on en a parlé un peu. Les genres de discours impliqués, il y en a plusieurs. Interview avec présentation de soi et du parcours biographique, échange questions-réponses, annonce institutionnelle, récit d'actualité, etc. Et surtout, chansons françaises intercalées. L'apprenant est exposé et partie prenante de cette palette discursive variée. L'interactivité est à la fois différée, si on parle de la dimension interactionnelle, il y a la préparation, et immédiate pour le direct et les appels. Elle est asymétrique car le locuteur natif guide et relance, mais ouverte à des interventions extérieures imprévisibles. La traduction simultanée en arabe ajoute une dimension de médiation. Les apports du dispositif sont nombreux. Médiation culturelle par la musique et la chanson. Les chansons françaises de la médiathèque ne constituent pas une simple pause. Elles prolongent l'exposition au français et, selon Lozanov et la suggestopédie, instaurant une suggestion douce qui associe langue, affect et esthétique. Elles installent une ambiance sonore immersive. En invitant aussi l'apprenant à se présenter et développer un sujet de son choix, le dispositif lui permet d'habiter la langue à partir de sa propre réalité. Cela rejoint la logique de l'approche naturelle et de la méthode communautaire de Curant. Le français cesse d'être un objet d'étude abstrait pour devenir le véhicule d'une parole personnelle et située. L'anecdote de l'ours illustre concrètement la circulation et médiation dans l'espace social. Une information diffusée en français a été entendue, mémorisée, réinvestie dans une interaction réelle par une personne non inscrite au CCF, à l'Institut français maintenant. Le dispositif permet ainsi la circulation du sens dans l'espace social à travers des pratiques de médiation et d'usage des langues hors de la classe. Constantinescu, Stefanel et Dudas rappellent que les approches non conventionnelles restent souvent cantonnées à des expériences de laboratoire, limitées dans leur portée. Le dispositif proposé dépasse ces frontières. Il s'inscrit dans un contexte authentique, touche un public non captif et sort des cadres institutionnels. Il en reprend toutefois les apports essentiels, centration holistique sur l'apprenant, mobilisation de l'expérience vécue, rôle médiateur, etc. Ce dispositif ne se réduit ni à une activité pédagogique, ni à une simple mise en situation interactionnelle. Il fait exister le français dans un espace social réel, au-delà des murs de la classe. C'est à partir de cette expérience située et publique que se pose la question centrale de cette intervention. Comment un dispositif radiophonique peut-il transformer l'apprentissage de l'oral en FLE dans un contexte hétéroglotte contraint? Le projet s'inscrit dans un environnement fortement contraint. Les interdictions de circulation à Gaza sont très importantes, sont totales. À la fois sur le plan donc, géopolitique et linguistique, comme je viens de le dire, le français est très peu présent dans la vie quotidienne. Les apprenants ont peu d'accès à un input authentique et encore moins d'occasion de pratiquer l'oral en situation réelle. D'où la question précise, comment passer d'un oral scolaire, d'un oral d'exercice, à une pratique de l'oral dans de véritables situations sociales. Le projet Bonjour Gaza, bonjour le CCF peut être analysé à la lumière de 4 cadres théoriques complémentaires qui se renforcent mutuellement pour rendre compte de la richesse du dispositif. La perspective actionnelle du CECR, dans le projet radiophonique, la dimension actionnelle est pleinement mobilisée. L'apprenant se présente, répond à des questions imprévues, interagit avec les auditeurs, autant de tâches authentiques qui correspondent aux tâches sociales réelles définies par le CECR. L'engagement en apprentissage des langues dans notre projet, les 3 dimensions de l'engagement sont mobilisées. L'engagement comportemental est visible dans la préparation préalable de l'apprenant,
L'engagement cognitif se manifeste dans la gestion de l'imprévu en direct. L'engagement affectif est suscité par l'enjeu réel de la situation où parler en français à Gaza devant un public réel crée une tension émotionnelle. Dans le projet de Gaza, l'environnement joue un rôle déterminant à double facette. D'un côté, le contexte hétéroglotte contraint, qui constitue l'obstacle que le dispositif cherche à contourner. De l'autre, la radio elle-même devient un environnement d'apprentissage élargi en créant des opportunités de pratiquer le français dans les taxis, la maison, les couloirs du CCF. Selon Wegner, une communauté de pratique se caractérise par 3 dimensions que le projet de radio actualise pleinement. Dans la radio, l'engagement mutuel se matérialise par le groupe qui se réunit chaque semaine à la médiathèque du CCF. Dans la radio aussi, l'objectif commun de l'entreprise conjointe est clair, faire exister le français dans l'espace social de Gaza. Cette entreprise se traduit par la co-construction du sens, l'interprétariat ponctuel et l'adaptation des contenus pour les rendre accessibles aux auditeurs. Le répertoire partagé se construit au fil des émissions, le salut rituel, bonjour Gaza, bonjour la France, les formats discursifs récurrents, les chansons de la médiathèque, les références culturelles évoquées semaine après semaine. Il y a participation périphérique légitime, car conformément à Lev et Wenger, la communauté ne se limite pas au groupe producteur. Dans la radio, les auditeurs réguliers, ceux qui appellent, réagissent, réinvestissent ce qu'ils entendent, participent eux aussi à la communauté, mais depuis une périphérie active. Donc l'articulation de ces 4 perspectives éclaire la complexité du dispositif. La perspective actionnelle définit la tâche, l'approche par l'engagement explique l'investissement des apprenants, l'écologie de l'apprentissage montre comment l'environnement rend la tâche possible et signifiante, la communauté de pratique met en évidence la dimension collective et identitaire. Ensemble, elles expliquent comment le dispositif radiophonique transforme un simple oral d'exercice à un oral social réel dans un contexte où le français est habituellement absent. Les effets sur l'apprentissage de l'oral sont nombreux. Outre l'engagement accru des apprenants mentionné ci-dessus, il y a le développement de l'agentivité qui désigne la capacité d'un individu à agir de manière intentionnelle et autonome sur son environnement, à faire des choix et à exercer un contrôle sur ses propres actions. Dans le projet de radio, elle se manifeste à 3 niveaux. Le choix du sujet par l'apprenant, la prise de parole publique en direct, la médiation, lorsqu'il interagit avec le directeur, les auditeurs, s'adapte à l'imprévu et assume un rôle de locuteur, médiateur au sens du CECR. C'est cette combinaison qui distingue fondamentalement le dispositif d'une mise en situation simulée. Le dispositif transforme aussi le rapport à l'oral. Le fait de parler à la radio, d'être entendu par ses pairs ou par sa famille, produit un effet de valorisation très fort. Cela contribue à la construction d'une identité de locuteur en français. Le dispositif crée une forme d'immersion sans déplacement. Le français devient présent dans l'environnement quotidien, dans les taxis, dans les maisons, dans les espaces du centre. Dans un contexte où les locuteurs natifs sont rares, l'émission constitue une source essentielle aussi d'input authentique, mais aussi d'output en situation authentique. Le dispositif radiophonique dépasse le cadre pédagogique du CCF, il fait circuler le français dans l'espace social. L'anecdote du chauffeur de taxi en est la preuve. Une information entendue en français, relayée par la traduction simultanée en arabe, est mémorisée puis réinvestie dans une interaction réelle. Ce phénomène mobilise 3 dimensions, la médiation au sens du CECRL, la translangageance et la créativité. Comme conclusion, ce projet montre que l'innovation pédagogique ne repose pas nécessairement sur des technologies complexes, mais sur la création de situations de communication authentiques, capables de tisser un lien réel entre producteurs et auditeurs. L'enjeu n'est pas seulement de faire parler les apprenants, mais de leur donner une raison véritable de prendre la parole, en particulier dans un contexte comme celui de Gaza. C'est en ce sens que le dispositif peut être éclairé par la notion de résilience, telle que la théorise Boris Cyrulnik dans le contexte de Gaza 2006, marqué par de fortes contraintes géopolitiques et linguistiques. La radio joue précisément ce rôle. Elle offre aux apprenants un espace où le français cesse d'être une abstraction scolaire
pour devenir un outil de présence au monde, de visibilité sociale et d'affirmation de soi. Et que dire aujourd'hui? Le lien entre résilience, mood en arabe, et apprentissage des langues rejoint les fondements des approches non conventionnelles qui adoptent une vision holiste de l'apprenant en rupture avec une conception strictement rationaliste et fonctionniste de l'enseignement. Or, pour Cyril Nix, la résilience n'est moins de l'absence de difficultés que de la présence d'un espace relationnel, culturel, où l'individu peut se raconter, être entendu, exister aux yeux des autres. Dans le projet Bonjour Gaza, bonjour CCF, cet espace est la radio. L'apprenant qui prend le micro ne réalise pas un exercice scolaire, pardon. Il s'adresse à sa famille, à ses amis, à sa vie, à sa ville, au monde. Il choisit ce qu'il dit, il est écouté, parfois rappelé par un auditeur extérieur. C'est cette existence sociale de la parole qui constitue le cœur de la résilience pédagogique du dispositif. Comme ouverture, le dispositif radiophonique conçu à Gaza en 2006, un studio, un micro, une station locale, annonce des formes aujourd'hui largement accessibles comme le podcast et les projets numériques collaboratifs. Le podcast est la continuité naturelle, il reprend bien sûr la voix, la narration et l'adresse à une public réel, tout en supprimant les contraintes du direct. Les projets collaboratifs, les blogs, capsules vidéo, télécollaboration prolongent quant à eux la dimension collective du dispositif en créant de véritables communautés de pratiques et des espaces d'interaction authentique favorisant la translangageance. Donc, ces prolongements numériques répondent à la question centrale du projet, comment faire exister une langue dans un environnement où elle est presque absente? Le numérique n'apporte pas une solution technologique à un problème pédagogique. Il crée de nouveaux espaces de circulation de la langue, de nouveaux tuteurs de résilience, de nouveaux lieux où la parole de l'apprenant peut exister, être entendue et produire des effets réels dans le monde. Ce projet montre qu'un dispositif simple, situé et humain peut transformer l'apprentissage de l'oral à une expérience sociale identitaire et résiliente. Et je terminerai par cette idée. Les apprenants ne parlent plus pour apprendre le français, mais apprennent le français en parlant au monde. Ça, c'est une photo que j'ai pu trouver d'une émission. Cet apprenant, c'est le directeur, et l'apprenant qui est présent sur la photo a plus que le niveau B2 maintenant, il est au Canada, au Québec, mais il a appris le français, pas dans les murs des classes parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les cours, mais grâce à des activités pareilles. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Iha, pour ce partage particulièrement précieux. Et enfin, nous recevons Jihan Labib, doctorante en troisième année en éducation et intelligence artificielle avec des recherches portant sur la transformation des pratiques d'enseignement et d'apprentissage à l'ère de l'IA. Elle est coach exécutive et d'équipe à l'international, fondatrice, PDG et directrice pédagogique de Coaching Lab Academy et occupe actuellement le rôle de présidente de International Coaching Federation Professional Coaches. Ancienne directrice marketing dans des multinationales, elle cumule plus de 20 ans d'expérience en leadership à l'intersection de la stratégie et du développement humain. Fort de plus de 10 000 heures de coaching dans plus de 20 pays, elle croise leadership, interculturalité et innovation pédagogique. Ses travaux visent à développer des référentiels de compétences contextualisées pour l'enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Elle va nous présenter sa communication intitulée L'enseignant universitaire de FLE face à l'oral augmenté, compétences pédagogiques et usage critique de l'IA en contexte hétéroglotte. Jihan, c'est à vous. Merci, merci pour l'invitation et d'abord félicitations pour cette première journée très riche avec des présentations complémentaires et variées et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors le sujet aujourd'hui, vous arrivez à voir d'abord mon écran? Oui. Je vous propose de couvrir le sujet donc autour de les compétences pédagogiques et usage critique de l'intelligence artificielle en contexte hétéroglotte.
à travers 4 points. Donc, premier point, c'est contexte et problématisation. Donc, c'est la transformation de l'oral en FLE à l'ère de l'intelligence artificielle. Ensuite, le cadre théorique et méthodologique que j'ai suivi. Et une proposition conceptuelle donc, de l'oral augmenté. Et ensuite, donc, les prochaines étapes. Alors, le contexte de cette étude, c'est dans le cadre de l'intégration croissante de l'IA dans l'enseignement supérieur, qui est en train de transformer en profondeur les pratiques pédagogiques et les différentes modalités d'apprentissage, que ce soit en langue étrangère, notamment pour le français, et que ce soit aussi pour d'autres disciplines. Selon Guichon était lié. Et cette présentation, elle s'inscrit dans un programme de recherche doctorale portant sur les compétences des enseignants universitaires à l'ère de l'IA et s'appuyant sur des travaux antérieurs réalisés l'année passée à visée qualitative, donc qui proposent un approfondissement théorique centré sur la conceptualisation de l'oral augmenté en contexte hétéroglotte, en mobilisant un cadre théorique articulant didactique de l'oral, médiation langagière et interculturelle, notamment du Conseil de l'Europe de 2020 et des travaux de Buffo en 2016, ainsi que les référentiels de compétences numériques de Redeker de 2017. Cette contribution propose une modélisation de l'oral augmenté comme projet didactique hybride. Elle met en évidence les transformations des pratiques pédagogiques, l'émergence de compétences enseignantes hybrides et les tensions liées à la technicisation de l'oral, à la standardisation des interactions et aux enjeux éthiques de l'IA, notamment déjà présentés dans les travaux de Zawaki et Richer en 2019 et également par le guide de l'UNESCO de 2023. Cette contribution constitue une étape de modélisation conceptuelle dans une démarche de recherche itérative destinée à être prolongée par une validation empirique qualitative. Alors, la problématique, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement de l'oral en FLE sans en altérer la richesse interactionnelle et la dimension humaine. L'IA aujourd'hui introduit des formes d'interaction médiatisées et partiellement simulées. L'oral en FLE repose sur des dynamiques de co-construction du sens, tension entre logique computationnelle et complexité interactionnelle. Et la spécificité de l'oral, donc pour résumer, puisque nous avons eu des présentations aussi qui ont été très enrichissantes dans ce sens-là, c'est que premièrement, donc elle est interactionnelle, donc la gestion des tours de parole et du sens. Deuxièmement, le fait que ça soit pragmatique et adaptation au contexte. Sociolinguistique, donc les normes d'usage, que ce soit dans une société, dans une classe, par rapport à un niveau donné, et interculturel, donc l'ajustement aux référents. C'est une activité qui est située par rapport à un contexte donné qui est co-construite par l'apprenant. Et la méthodologie est suivie, donc c'est une recherche qui repose sur une revue de littérature à visée analytique et conceptuelle, inspirée des approches systématisées en sens de l'éducation, notamment les travaux de Zawaki et Richer, et la sélection a été faite sur un nombre d'articles méthodologiques et des papiers parus, donc notamment sur des magazines indexés Scopus, Web of Science, et, les mots-clés utilisés incluent intelligence artificielle en éducation, Oral Language Learning, FLE, et les compétences des enseignants et aussi également hétéroglossia. L'analyse thématique de la littérature a fait révéler 4 axes structurants qui sont l'oral comme compétence complexe et interactionnelle et située, l'IA et l'apprentissage des langues, donc c'est une innovation pédagogique et standardisation des interactions, la transformation des compétences des enseignants vers une expertise hybride et critique. Et le 4e axe, c'est le contexte hétéroglotte, donc un angle encore sous-exploité dans les recherches sur l'IA. Nous avons constaté une fragmentation du champ avec certains gaps qui n'ont pas encore été complètement couverts. Un prompt a été exécuté sur 2 LLM, notamment Gemini à travers Nano Banana et Copilot ont donné des illustrations graphiques qui permettent de
facilement localiser les avantages et aussi les limites de l'IA dans ce sens-là. Et l'IA en éducation, donc elle est en train de transformer les pratiques pédagogiques. Donc selon les travaux de Holmes en 2019 et de Lukin en 2016, elle met en avant la capacité donc, de l'IA à soutenir la personnalisation des apprentissages et à adapter des parcours et à fournir des feedbacks immédiats. C'est le cas du chatbot de Léo. Et donc, la capacité de donner un retour instantané à l'apprenant va favoriser cette autonomie de l'apprentissage. Donc, on est sur des apprentissages personnalisés, sur des parcours adaptatifs et sur des feedbacks immédiats. Ensuite, les critiques qui sont portées, c'est que cette normalisation de la normalisation des productions langagières, elle est aussi donc un point limitant par rapport à l'interaction et le sens qui est demandé lors de l'apprentissage d'une langue. La dimension également donc interactionnelle qui est contextualisée et programmée à travers les algorithmes derrière, ce qui va donner un manque de spontanéité et aussi donc d'imprévisibilité. Parmi aussi donc le contexte hétéroglotte donc mobilise des répertoires, donc l'apprenant mobilise des répertoires linguistiques multiples. Aujourd'hui, à travers la médiation, le transfert de connaissances, la négociation de sens, et ce qui n'est pas forcément permis, en tous les cas, jusqu'au jour de la publication donc, de Selwyn en 2019, la considération des dialectes, la considération des différentes réalités. Et c'est parmi les plus grandes limites aujourd'hui observées dans les systèmes d'IA qui sont généralement conçus à travers des normes linguistiques dominantes, donc la remise en question du Global North et donc le Nord et le Sud en termes de production scientifique et en termes de paramétrage des algorithmes. Donc les dominantes comme les normes linguistiques dominantes comme base vont impacter les résultantes et après le comportement et l'interaction qui est permise par l'outil ou par le système d'IA qui est derrière. Alors, pour résumer les limites de l'IA donc observées, donc c'est des interactions simulées limitées, une faible gestion de l'implicite, et la contextualisation qui reste insuffisante, réduction de la complexité discursive. Alors, la contextualisation insuffisante, c'est cette disparité entre le nord et le sud, et donc le manque de production aussi scientifique de la partie sud pour enrichir les bases de données et les modèles de traitement de données de l'IA. Alors, parmi les éléments donc, détectés en tant que gap, c'est l'absence de cadre donc, conceptuel intégratif, une faible articulation entre didactique de l'oral et IA et une absence de lecture systémique. Nécessité d'un modèle conceptuel ou vers un modèle conceptuel, donc les compétences des enseignants, alors vers une expertise hybride et critique. En fait, depuis 2006, le modèle TIPAC développé par Mishra et Kohler est le modèle qui a permis l'intégration des technologies dans l'enseignement. Il a conduit à l'émergence du principal modèle qui a intégré donc, les nouvelles technologies. Toutefois, on n'a pas encore de modèle intégrant l'IA. Ce modèle reste le principal donc, qui intègre l'émergence de technologies. Mais toutefois, l'IA, elle introduit une transformation qualitative de ses compétences. Et les enseignants ne sont plus seulement amenés à utiliser des outils numériques, mais à interagir avec des systèmes capables de produire du contenu, de structurer des interactions et d'influencer les apprentissages. Dans ce contexte, une compétence supplémentaire apparaît nécessaire, c'est la capacité de régulation critique des dispositifs d'IA, et incluant l'analyse des biais algorithmiques
et la compréhension des logiques de fonctionnement des systèmes et l'adaptation des usages aux objectifs pédagogiques. C'est tel que présenté dans les travaux de Baker et Hahn en 2021 et également dans le guide de référentiel des compétences de l'UNESCO en 2023. Ainsi, l'enseignant devient un concepteur et régulateur d'environnements hybrides articulant interaction humaine et médiation technologique. Donc, le rôle de l'enseignant évolue clairement et aujourd'hui, donc, il est amené à avoir cette capacité de régulation critique, dispositif de l'IA, analyser les biais algorithmiques et comprendre des logiques. Du coup, il devient un concepteur régulateur d'environnement hybride, articulant l'interaction humaine et la médiation technologique. L'évolution du rôle, elle est par du transmetteur, facilitateur, praticien vers un rôle de régulateur, concepteur, acteur critique. Et ici, donc, l'émergence de la compétence hybride, et avec une proposition de définition. Donc, l'oral augmenté peut être défini comme une forme d'oralité médiatisée par des dispositifs d'intelligence artificielle dont laquelle les interactions langagières sont enrichies, transformées ou partiellement simulées par la technologie, tout en nécessitant une régulation pédagogique active afin de préserver leur dimension interactionnelle, pragmatique et socioculturelle. Vers donc le modèle que nous sommes en train de construire, c'est un modèle où l'enseignant il est médiateur et régulateur, l'apprenant acteur de la co-construction et par rapport à la technologie, donc il est médiateur et par rapport au contexte, donc il intègre la dimension socio-culturelle. Donc c'est un modèle qui est non linéaire et récursif. Proposition donc du modèle vers donc en intégrant les différents rôles qu'il va jouer. Donc il est apprenant, il est médiateur, régulateur comme on a dit. On a entre l'enseignant, l'apprenant, la technologie et le contexte donc multiculturel. Et c'est la dimension orale augmentée. Donc l'apprentissage de l'oral résulte de l'interaction dynamique, multisens des différents donc, protagonistes, les protagonistes de l'oral augmenté qui sont voilà, donc l'apprenant, technologie, contexte et enseignant. Et pour conclure, donc, c'est repenser l'enseignement de l'oral à l'ère de l'IA. C'est l'IA, elle est en train, elle a déjà transformé les conditions de l'interaction. Elle ne remplace pas l'humain, mais elle nécessite une régulation pédagogique forte et un apprentissage multidimensionnel de la part de l'enseignant. Donc l'enjeu, c'est maintenir la qualité interactionnelle avec l'apprenant et également donc continuer le développement du professeur. Quelques références donc, du travail et je vais arrêter me partage. Donc les prochaines étapes, donc c'est l'étude quantitative terrain pour donc vérifier et voir la dimension donc pratique du modèle. Et merci pour votre attention. Merci à vous, Jihan. Donc, c'était la dernière communication de cette table ronde et la dernière communication de cette première journée de notre colloque. On ne dispose pas de 20 minutes pour échanger et pour les questions, mais je pense on peut quand même s'accorder 10 minutes pour essayer de répondre à une ou deux questions qu'on avait préparées en avance. Je vais partager les questions avec vous. Alors, la première, vous la voyez? Donc, la première question, à partir de vos expériences et de vos contextes institutionnels et géographiques, de quelle façon ressentez-vous la contrainte du contexte hétéroglotte? Oui, Ihab, allez-y. Merci pour cette question. Dans mon expérience à Gaza, au fait, la contrainte hétéroglotte est structurelle au sens où elle fait partie euh, intégrante du contexte sociolinguistique. Le français y est quasiment absent de l'espace public, ce qui limite fortement l'exposition des apprenants à un input authentique et réduit
presque à néant les occasions de pratiquer l'oral en situation réelle. À cela s'ajoute bien sûr un décalage important entre les contenus pédagogiques proposés, souvent issus de manuels, ou quand vous savez comment fonctionnent les instituts français, un coordinateur pédagogique, une méthode de français à suivre presque à la lettre, et la réalité donc locale, ce qui renforce le caractère artificiel de l'apprentissage. Concrètement, cela se traduit par un oral essentiellement scolaire et peu incarné, absence de bain linguistique, si on peut oser le mot, une difficulté à faire exister le français hors de la classe et un recours constant à la médiation comme la traduction simultanée en arabe dans l'émission. Ainsi, le contexte hétéroglotte est ressenti comme un manque d'environnement linguistique, d'une part, un manque d'interaction sociale authentique et un frein à l'engagement ainsi qu'à la prise de risques langagiers. Mais dans ce contexte, nous avons, à l'Institut français, je me rappelle bien, le long de toutes les années, nous avons été amenés tout le temps à multiplier les dispositifs pour contourner ces limites. Il y avait des radios, des cinémas, des débats avec les natifs, etc. Pardon, Jihan, oui, merci, Ihab, c'est à vous. Alors, en fait, ça, c'est par rapport au contexte géographique. Nous avons des programmes en français et les 2 dernières années, nous commençons à avoir des participations en classe c'est-à-dire des personnes qui sont adultes, qui ont fait leur formation, qui ont des niveaux de master et donc des niveaux universitaires. Et donc, l'interaction, ils la préfèrent en langue maternelle, notamment l'arabe, alors que le programme est en français et qu'ils ont fait leur formation académique en français. Et nous avons remarqué cette demande explicite. Est-ce qu'on peut répondre en arabe, dans leur langue maternelle? Et de ce fait, quand on pose la question, c'est qu'il y a eu une transformation. Donc c'est la génération aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Y ou même Z, qui sont plus jeunes, qui trouvent des difficultés à s'exprimer en français, la considérant comme une langue d'élite, alors que c'est la deuxième langue parlée. Je parle du cas au Maroc. Ici aux UAE, c'est soit l'anglais, soit l'arabe, donc c'est différent. Donc, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une mutation? Donc, c'est à creuser. Merci, Jihan. Nader, oui, allez-y. On vous entend pas. Voilà. Donc, Merci. aux Émirats arabes unis, le contexte hétéroglotte peut être perçu comme une contrainte ici, notamment en raison de la forte présence de l'anglais et de la diversité linguistique des apprenants. Mais ce contexte offre également une opportunité précieuse pour valoriser le français comme une langue de distinction, de culture et de communication internationale. Et dans cet environnement plurilingue, le français peut être présenté non pas comme une langue en concurrence, mais comme une langue complémentaire, porteuse d'ouverture culturelle et de richesse expressive. Par ailleurs, donc, les apprenants déjà habitués à naviguer entre plusieurs langues développent donc des compétences métalinguistiques qui facilitent l'apprentissage du français et la prise de parole. Donc, le contexte hétéroglotte, loin d'être uniquement une contrainte, devient un levier pour repositionner le français comme une langue vivante, légitime et attractive dans le parcours des élèves émériens. Merci. Merci, Nader. Est-ce que, Salwa, est-ce que vous voudriez intervenir? Voilà, je ferme la caméra. Le contexte hétéroglotte, c'est vrai que le français arrive je suis dans le secondaire, et le français arrive comme troisième, voire quatrième langue, donc leur langue maternelle, qui peut être l'indien, l'hindi ou l'arabe, et même si la langue d'origine est l'arabe, ils parlent anglais à la maison, donc c'est comme si c'était leur première langue. Donc l'arabe se positionne automatiquement en deuxième langue, et ensuite ils ont le choix entre l'anglais ou le français ou l'espagnol, donc ça arrive vraiment en troisième ou quatrième position. Et donc
on essaye en classe, de les mettre en immersion, en totale immersion, et quand bien même ils ont ce besoin de se dire est-ce que je peux répondre en anglais ou est-ce que je peux préparer en anglais et traduire ensuite. Et c'est vrai que ce contexte hétéroglotte n'est pas simple à gérer au quotidien avec les élèves. Quand on leur dit essayez quand même de répondre, l'erreur est acceptée parce qu'on veut favoriser au sein de la classe justement le dialogue en français, d'utiliser les acquis, de dire il faut bien commencer quelque part. Donc, essayez de parler français et au fur et à mesure, vous verrez que vous progresserez et que vous vous sentirez plus à l'aise justement d'utiliser la langue française. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on n'a pas plus de temps, mais si je ne me trompe pas, Iman et Tiffany, il y a un forum où ils pourront répondre à ces questions, les questions qui restent. Il y a aussi des questions du public, et donc on fera ça plus tard. Moi, je vous remercie sincèrement pour vos interventions, pour les communications très enrichissantes. Je remercie aussi au public de votre participation. Je vous souhaite une excellente continuation et bonne journée de ma part. Et maintenant, je pense que c'est ma collègue Iman qui va clôturer la session. Merci. Bonne journée. Non, c'est pas Iman? Oui, je suis là et je reprends la main. Merci beaucoup Diana, merci beaucoup pour cette super table ronde, très intéressante et enrichissante. Alors, oui, je démarre la vidéo. Ok, cool. Vous me voyez bien? Très bien, super. Alors, je vais juste partager mon écran. Très bien. Et chers collègues, je vous remercie pour cette journée. On arrive au terme de cette belle journée et nous avons ouvert nos travaux avec la professeure Corinne Weber aujourd'hui qui nous a invités à dynamiser notre réflexion sur le français parlé naturel, à penser l'oralité dans toute sa complexité, au-delà de la logique de l'écrit, à redonner toute leur place à la voix, au corps, à la grammaire de l'oral. Puis à travers les communications et la table ronde de notre axe 1, nous avons entendu des voix venues du Maroc, de Tunisie, du Koweït, de France autour des objets, des ressources et des pratiques. Autant de façons d'habiter la classe de FLE en contexte hétéroglotte. L'après-midi, Maud Sikanski nous a fait passer de l'expérience immersive à l'écoute inactive en nous offrant le champ fascinant de la réalité virtuelle pour la compréhension orale cette fois. Et l'axe 2 a prolongé cette réflexion en interrogeant ici avec cette table ronde nos outils technologiques, l'IA empathique, l'oral augmenté, la radio, les tensions entre désinhibition et normativité, de Gaza à la classe universitaire, de la machine à la parole humaine. Ce que je retiens de cette journée, c'est qu'il n'existe pas une seule manière d'enseigner l'oral en contexte hétéroglotte. Il en existe autant qu'il y a d'enseignants, de terrain, d'apprenants. Et c'est précisément cette pluralité qui fait la richesse de ce que nous construisons tous ensemble aujourd'hui. J'en profite aussi pour rappeler que les forums et les salles Discord restent ouverts tout au long du colloque. N'hésitez pas à les utiliser pour prolonger les réflexions, les échanges, poser des questions aux intervenants également. Et c'est aussi ça, faire vivre un colloque sur l'oral, surtout à distance. Voilà, dans ce contexte un peu spécial, je vous l'accorde. Et puis demain, nous retrouverons l'axe 2 avec de nouvelles communications et la plénière de clôture de cet axe avec la professeure Elke Nissen sur la télécollaboration, un sujet passionnant. Puis nous ouvrirons l'axe 3 qui est consacré aux pratiques pédagogiques avant la plénière de clôture de la professeure Virginie André sur les corpus d'interaction authentiques. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, reposez-vous bien et à demain pour une journée qui s'annonce tout aussi passionnante. Merci à tous et à tous pour cette belle journée et je vous applaudis. Merci beaucoup.
Merci, Manon. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci Au revoir. beaucoup. À demain. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, à demain, au revoir.